Bonjour à tous, je dois parler dans le micro pour que ce soit enregistré. Donc comme l'a dit Frédéric, moi c'est la deuxième fois, donc je ne suis pas prof, je n'ai pas l'habitude de faire ça. C'est toujours un peu aussi impressionnant pour moi. L'année dernière ça avait été super intéressant, j'espère pour les étudiants, mais pour moi en tout cas j'en étais ressorti avec des nouvelles idées. Puis c'est un moment où je prends du recul un peu sur ce qu'on fait au quotidien. Et ça c'est pas mal, donc quand on m'avait proposé, j'ai dit ouais avec plaisir pour venir discuter. Alors moi ce qu'on m'a demandé c'est de vous présenter rapidement mon parcours, comment j'en suis arrivé entraîneur au grand triathlon. Et puis, parce que je suis un jeune entraîneur, hein, c'est ma 5e année, un petit peu toutes les surprises que j'ai trouvées quand j'ai démarré dans le monde associatif, et puis ma réflexion depuis ces 5 ans pour essayer de faire évoluer le club dans la bonne voie. Je connais quelques-uns, je connais Amélie, puisque tu es dans notre équipe, et Titon, avec qui je travaille au quotidien, qui est entraîneur aussi. Donc ça fait déjà 2 personnes que je connais, pas mal. Mon parcours personnel, je le présente rapidement sans trop m'y étaler. Mais c'est pour que vous ayez une idée, je pense que ça peut éclairer après sur comment je vois le métier d'entraîneur, comment j'essaye de l'animer au quotidien. Donc moi, déjà j'ai 33 ans, Mickaël Richomme, je suis en couple, pacsé, un petit souvenir de mes années STAPS, je n'ai pas changé depuis les années STAPS, mais on a 2 enfants depuis. Donc ma femme est devenue prof de PS aussi. Donc elle connaît le milieu sportif, elle connaît à quoi ça engage, elle connaît voilà, tous les désagréments qu'il peut y avoir et les avantages. J'ai après mon bac, donc j'ai fait un bac économique et social. Footballeur avant tout, footballeur avec des œillères, hein, jusqu'à 20 ans je croyais qu'il y avait que le foot, je connaissais que ça, j'étais en sport études, je jouais à Montville, j'ai joué au plus haut niveau régional ou en national, ça dépendait selon les années. Voilà, je fais partie de ceux qui connaissent un peu le foot, l'année où il y avait Jeff Perron qui entraînait l'équipe première à Montville. Donc j'ai joué jusqu'en CFA à 20 ans. Et après 3 ligaments croisés, donc évidemment je suis un peu de 17 à 20 ans, j'ai eu 3 fois les ligaments croisés. Ça fait partie aussi, c'est le moment où j'étais en STAPS, parce qu'après mon bac, je suis venu en STAPS. Donc j'étais en Doc STAPS et durant ces 3 ans-là, voilà, donc à chaque fois je reprenais un an après, ça répétait. Donc j'ai quand même validé mon Doc STAPS. J'ai arrêté le foot, on m'a dit tu peux courir, nager et faire du vélo. Donc je faisais ça à Caen et j'ai croisé les triathlètes et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du triathlon. Je détestais. Lors de quelles années tu as fait alors, 2005, 2006 quoi. 2005, donc autour des années 2005. Ça reste trop la figure. Ouais, je t'en remercie. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Je détestais la natation, j'avais fait natation en STAPS, c'était une horreur. Je détestais aller dans l'eau, si on me dit un jour que je serais nageur et qu'entraîneur en natation. Les yeux ouvrés et mélodieux, vont entendre ce que tu dis. M'ont traumatisé au départ parce qu'il fallait se mettre dans l'eau. Donc voilà un peu mon parcours. Donc après mon Doc STAPS, en parallèle, je travaillais, j'étais beaucoup investi dans le monde de l'associatif à la Pierre-Rosier, l'association MVD. Je faisais du soutien scolaire, je travaillais dans l'animation, je faisais le centre aéré et tout ça. Et donc j'avais aussi cette fibre sociale qui m'intéressait de l'animation. Donc bon, après mes différents péripéties au niveau du genou, c'était compliqué de continuer en STAPS. Et donc je me suis orienté, j'ai fait une licence management du social et de la santé qui existait à Caen. Donc je suis parti, j'ai changé de voie, et je suis plus allé vers le social. Voilà. Après c'est un moment de ma vie où... Question, ouais. je me permets. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers l'animation et le social? En parallèle, donc à chaque fois, même quand je jouais au foot, j'entraînais aussi les jeunes. Donc j'ai toujours eu un pied dans l'animation sportive. Et puis voilà, mes années de blessures m'ont aussi amené à m'intéresser du coup vers l'animation, voilà, l'entraînement. Et donc la passerelle s'est faite comme ça, j'ai envie de dire plus ou moins naturellement. Donc voilà, je valide ma licence management du social et de la santé, je m'éloigne un peu du secteur sportif. Par contre je continue, je découvre le triathlon et je crois que dedans, je me mets à m'entraîner énormément. Voilà, 15 heures, 20 heures par semaine. Et ça correspond à un moment de ma vie où on part en région parisienne, parce que ma femme, comme vous, faisait, enfin, vous, c'est pas pour être prof de PS, mais elle part à Caen pour ses études, parce qu'elle est limitée, quand elle est jeune prof. Donc on vit 6 ans en région parisienne, et là j'atterris à Poissy, le hasard fait bien les choses, c'est un peu la mecque du triathlon français. C'est le club phare français avec une formation, la meilleure formation française, avec des athlètes, les meilleurs athlètes français de haut niveau sont là-bas. Donc effectivement, une fois arrivé là-bas, je dévore encore plus le triathlon en tant qu'adhérent. Mon niveau augmente progressivement, donc du coup j'ai pas le niveau pour faire de la D1 avec eux. Par contre, je deviens sparring partner, je m'entraîne avec les meilleurs français, il y a un petit groupe
un petit groupe, on va dire, élite du club. Je sais pas, ça va peut-être vous parler, le Uniperio qu'on voit pas mal à la télé avec le... Il y a un format qui passe pas mal sur l'équipe 21 là, qui est très sympa à regarder. Avec le Uniperio, avec Dorian Coninx, Tom Richard, enfin quelques-uns des meilleurs triathlètes français, je découvre avec eux, sans avoir leur niveau, mais en pouvant partager un petit peu avec eux leur pratique. Donc voilà, pendant 6 ans, je m'entraîne 20-25 heures même par semaine. Bon, je découvre. Et en parallèle, je commence à entraîner aussi les jeunes au poste de Poissy. Quand j'arrive sur Paris, je fais aussi la formation d'éducateur spécialisé. Donc, je fais ma formation d'éducateur spécialisé et là, après, je travaille 6 ans au foyer de l'enfance. Tout le temps où je suis en région parisienne, je m'entraîne énormément et je travaille en foyer de l'enfance. Donc encore, pour moi, ça a été très riche de découvrir le monde social, ouvrir les yeux sur les difficultés, sur comment animer un groupe, comment fédérer un groupe, comment individualiser la prise en charge de chaque jeune. Pour moi, ça a été très important et je pense que ça m'aide encore énormément sur mon parcours d'entraînement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on reviendra avec l'émission sur le triathlon, mais vous voyez déjà, c'est très intéressant à travers ce que nous explique Michael, que l'idée d'aller dans un autre secteur d'activité et utiliser, construire des compétences, on a parlé de la notion de compétences la semaine dernière, associées au domaine sportif, comment des compétences que Michael construit dans un autre domaine, il va pouvoir les transférer dans le domaine du sport, et notamment, plus spécifiquement, dans le cadre de... Ça, c'est un travail sur lequel j'enverrai le cours que j'ai fait avec eux sur la notion de compétence dans le domaine. Donc voilà, ces 6 ans pour moi étaient super intéressants. Je découvre un métier qui m'intéressait énormément et en plus, au niveau sportif, je suis vraiment bien entouré avec les meilleurs entraîneurs. Donc je découvre tout ça à fond. Au bout de 6 ans, de PS, on demande la mutation, on a un enfant, on vient dans la région. Et en parallèle, donc, je m'entraîne avec Poissy, mais je n'étais pas licencié chez eux, je ne pouvais pas faire de l'AD1 avec eux. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire de l'AD1 en triathlon, ceux qui connaissent un peu le niveau de natation, celui qui nage pas moins de 4,15 ou 400 mètres, c'est même pas la peine d'y compter. Donc, à l'ambition du club ne correspond pas au projet associatif, et à partir de là, ça peut être une grosse galère. Donc, moi, je pense que je crois que vous avez, c'est que vous avez aussi une école de triathlon au sein du club. Vous avez quand même accès énormément sur les jeunes. Nous, voilà, le projet associatif, il est là. Donc, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de projet associatif. Donc, moi, au fur et à mesure de mes années, je me suis formé. J'ai passé le DE triathlon, qui pour l'instant est le plus haut niveau d'entraînement en triathlon. Et dans le DE, ils nous ont vraiment beaucoup aidé, plus que sur c'est quoi être entraîneur, comment faire pour que les jeunes progressent. C'était vraiment comment structurer vos associations. Parce que le triathlon, c'est une fédération de jeunes. Et donc, il y a beaucoup de clubs, mais très mal organisés. Ce qui fait que des clubs qui vivotent, qui ne se développent pas. Et donc, nous, la formation de triathlon, c'était, on s'attendait tous, les stagiaires, à comment on va être entraîneur, comment on entraîne, quel volume, quelle intensité, pour quel âge, quoi faire. Mais en fait, ça a été juste comment structurer vos clubs. Donc, au final, je me rends compte à quel point c'est important. Donc, je suis revenu de cette formation, on a reposé le projet associatif, on en a discuté avec les membres du bureau. Donc, voilà, il y avait 4 axes de développement, l'école de triathlon, les équipes du club, c'est-à-dire les équipes de duathlon, de triathlon, voilà, l'organisation des épreuves sportives et un esprit club avec l'accès au plus grand nombre, triathlon pour tous. On ne voulait pas avoir une image élitiste qui nous colle encore un peu à la peau, c'est-à-dire le camp triathlon, non, on n'y va pas, c'est trop dur, ils sont trop forts, alors que vraiment on a tous les publics. On a de la personne qui a 45 ans, qui n'a jamais fait de sport et qui se dit moi je vais faire un triathlon à la fin de l'année. Et on a aussi, c'est vrai, des athlètes de niveau national, de très bons coureurs qui courent moins de 30 minutes, moins de 31 minutes, et de très bons triathlètes. Mais on a une panel d'adhérents très large. Et notre spécificité, c'est qu'on essaie de mélanger ça. Par exemple, l'entraînement du mardi soir en course à pied, hier, il y avait à la fois des gens qui couraient en 1 heure au Dibord, comme des gens qui courent en 30 minutes. Et on essaye de faire vivre ça pour que le club garde son harmonie. C'est pas toujours simple pour réussir à garder ça, mais en tout cas, c'est l'une de nos particularités où nos athlètes qui nous représentent au plus haut niveau national viennent s'entraîner avec tous les adhérents et avec tous les niveaux différents. Vous êtes en pleine pédagogie différenciée. Ça doit être ça. C'est-à-dire que la pédagogie différenciée, tu arrives à combiner différents niveaux de pratique pour que tout le monde en fait, s'inspire des uns et des autres. Alors après, c'est pas toujours simple, hein. Si toi on peut en témoigner, on se retrouve sur des groupes où le footing ça va trop vite, ça va pas assez vite. C'est ça la pédagogie différenciée. Voilà, il faut réussir à faire un mix.
Et il faut faire adhérer tout le monde à ce projet-là, il faut réussir à faire venir nos meilleurs athlètes s'entraîner sur les créneaux clubs, parce que des fois ils disent oh, c'est bon. Et en fait, ça prend, la mayonnaise prend, et au bout d'un moment, tout le monde est content de se voir. Les gens du club suivent du coup les réussites de nos équipes, parce qu'ils les connaissent, ils s'entraînent avec. Donc tout ça fait qu'on arrive pour le moment, parce que l'associatif c'est toujours sur un fil, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre, mais c'est vrai que pour le moment ça marche bien. Mais pour connaître d'autres associations, je sais qu'à un moment ça va moins bien marcher et que ça marchera mieux. Mais l'associatif, c'est tous ceux qui connaissent un peu l'associatif. Ouais. Le projet associatif, vous l'avez construit en commun du coup avec les équipes américaines ou pas? Alors oui, c'est vrai que quand on arrive, merci. Quand on arrive, c'est bien aussi donc de connaître la sauce et de connaître les politiques publiques. Dans quel milieu on évolue, est-ce qu'il favorise le sport santé, le sport loisir, le sport compétition, les jeunes? Parce qu'à partir de là, il y a des subventions à aller chercher. Alors il faut du coup coordonner tout ça. Voilà. Donc on l'a fait, nous, oui, par exemple les équipes clubs, parce que l'américain subventionne quand on est au niveau national. Et donc on avait tout intérêt aussi à y être pour accéder aux infrastructures, comme je te disais, pouvoir avoir accès à des subventions qui nous permettent de faire vivre le club. Alors juste l'école de triathlon avec la politique de savoir nager américain. Alors il y a la politique, ouais. Alors je sais qu'ils développent ça. On avait des projets d'un moment donné de se retrouver parce que c'est en plein dedans, hein, c'est faire du vélo, nager et courir. Donc, effectivement, à un moment donné, le lien il va se faire. Mais c'est compliqué encore de réussir j'espère qu'on va y arriver, mais à trouver des temps communs, à se mettre ensemble pour coordonner tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc le projet sportif du club, on essaye de s'y tenir. Et chaque décision qui est prise, du coup, c'est pas parce que souvent, comme je disais, c'est des gens passionnés. Donc dans un club, ils disent bah tiens, moi je veux développer une section, je sais pas, dans n'importe quel club, haut niveau chez les jeunes. Et ben, nous, à chaque fois que quelqu'un veut prendre l'initiative, on regarde le projet associatif, on se dit attends, c'est pas que je t'aime bien ou que je t'aime pas bien, parce que souvent dans l'associatif ça finit comme ça. Ah bah non, ah bah oui, même pas, ils veulent pas que je fasse mon projet, et voilà, et du coup, à partir de là, ça devient très galère l'associatif. Nous, on se base toujours sur le projet du club. T'as envie de développer le club, t'as une idée, ok, on regarde ensemble, est-ce que ça correspond au projet associatif? C'est pas parce qu'on t'aime ou on t'aime pas, c'est parce que voilà, ça correspond au projet, vas-y, tu peux y aller, t'es dans la bonne démarche. Mais pour moi, ça garantit vraiment une stabilité pour les associations, parce que comme c'est un milieu très passionné, sinon ça peut vite dériver. Alors justement, on arrive peut-être plus spécifiquement sur ton métier d'entraîneur. À ton avis, de quelle qualité, en tout cas pour faire le métier, pour réaliser concrètement le métier que tu fais là, que tu exerces, de quelle qualité on a besoin? Alors, je pense qu'il faut vraiment dans le monde associatif, et encore ça dépend des associations, vous arriverez peut-être dans des associations avec des fiches de poste très précises. Vous savez que vous avez 10 heures d'intervention, 5 heures de préparation, et ce sera cadré. Moi dans mon cas, il fallait vraiment de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la souplesse. Alors pour les horaires, hein, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, ma compagne elle est sportive, elle connaît, mais ça va être les week-ends, ça va être sur les moments de loisirs, ça va être les vacances, ça va être, voilà, des fois, et, voilà, plus ça va, mieux je m'organise. Mais au départ, en gros, vous bossez quand les autres sont en loisir, hein, sont pas au travail. Donc ça fait des horaires décalés. Pas toujours simple en plus quand on a des enfants de coordonner tout ça. Mais c'est sûr que ça, il faut de la souplesse et il faut le savoir d'avance. Sur les horaires, dans le monde associatif, alors au départ, j'avais une fiche horaire que je remplissais, mais c'est très rapidement compliqué parce qu'on y est. Et plus on se professionnalise, plus on arrive à faire la différence. Mais au départ, on y est toujours un petit peu tout le temps, quoi. Donc il faut là travailler avec le bureau, il faut qu'il vous fasse confiance et que voilà, parce qu'au début les horaires, moi c'était plus, je sais pas, 50 heures, 55 heures que 35. Par exemple, on part en stage avec les enfants, on part une semaine non-stop. Dans l'associatif, les heures de nuit, les heures de jour, les journées de récup, les 48 heures, ça n'existe pas vraiment. Hein. C'est en fait, et c'est ça ce qui est dangereux dans l'associatif, c'est qu'on dit que ça se fait en bonne intelligence, mais enfin la bonne intelligence, c'est lui peut-être triathlète du club, prof de PS. Ancien étudiant. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'au départ, des fois, on fonctionne sur un fil et que c'est pas toujours simple. Et plus ça va, moi je vois au bout de 3-4 ans, moi je travaille. Moi j'ai le volume de travail différemment, mieux organisé. Mais ça c'est vrai que
c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Souvent, si vous arrivez dans l'associatif en vous disant, bah, si j'ai bossé le dimanche, derrière j'ai 48 heures de pause, ils n'ont pas le droit de me faire bosser avant le mercredi, et après je suis parti en week-end, j'ai travaillé de nuit, donc bah, déjà ça peut être compliqué. Parce que dans l'associatif, après c'est ma vision, hein, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres visions, et ça peut peut-être très bien fonctionner autrement, mais en tout cas moi dans ce que je connais, si j'avais été comme ça l'association n'aurait pas pu marcher. Voilà. Alors, une première qualité, l'adaptabilité, la flexibilité. Il faut prendre en compte le contexte. L'association, où elle en est, le contexte, ce qu'il demande, les horaires, et puis tout de suite, faut tout de suite voir les contraintes. En fait. Je parlais du salaire, moi je touche 1 700 €, ce qui est plutôt pas mal dans le triathlon. Hein. On va dire qu'un entraîneur en triathlon, de ceux que je connais, ça va être, alors quand on démarre, on est plus à 900 000 hein, quand on est en formation, mais ça va être autour de 1 500. Je connais des entraîneurs du point qui sont. Moi, je suis plutôt bien loti, 1 700. Je connais d'autres entraîneurs dans l'associatif, en athlète ou quoi. Les plus gros salaires des entraîneurs que moi je connais, ça va être autour de 2 000 €. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, dans le foot, je vous connais moins maintenant. C'est peut-être les plus gros salaires. Mais entraîneurs dans le monde associatif, quand vous passez les 1 500, entre 1 500 et 2 000, c'est déjà pas mal. Vous ne ferez pas forcément fortune en tant qu'entraîneur dans l'associatif. Sauf que par rapport au temps passé, quand même. Oui. Une sorte de reconnaissance. Mais ce qui est important aussi, ce que je voudrais savoir, tu as parlé de la flexibilité, de l'adaptabilité en termes de qualité. Ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est par rapport sur quoi tu t'es basé comme connaissance pour construire cette emploi que nous avons montré cette année. Sur quoi tu te bases pour organiser les entraînements des jeunes, pour coordonner avec les autres entraîneurs. J'imagine que tu t'appuies sur des connaissances, des expériences. C'est pratiquement le plus dur de la saison, c'est le début. C'est-à-dire que si vous calez bien le début, est-ce que j'ai les infrastructures? Il faut tout penser parce que nous en plus c'est du triathlon, donc ils font natation, course à pied. Bah, il faut déjà réussir à avoir les créneaux, c'est déjà compliqué parce qu'il y a beaucoup d'assos, des créneaux de pistes d'athlée, nous on dépend de la piscine, le vélodrome. Donc déjà il y a beaucoup de travail administratif pour réussir à harmoniser tout ça. Il faut que le puzzle soit bien fait, il faut penser aux horaires des enfants, à quelle heure ils finissent, si on les entraînements trop tôt, ils ne pourront pas venir. Donc ça c'est vraiment, c'est pratiquement le plus important parce que si dès le début vous calez bien vos horaires d'entraînement, vous avez tout pensé au niveau de la logistique, ils passent de la natation à la course à pied, donc il faut qu'ils aient un local pour mettre leur sac, etc., etc. Mais je pense que ça vaut pour tous les sports. Au basket, en foot, si j'ai bien prévu mes horaires, j'ai le terrain, j'ai mon vestiaire, déjà si vous avez calé ça en début de saison, c'est presque 50% du travail. Après il n'y a plus qu'à entraîner, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. Alors après, dans ta question, c'était aussi les volumes, c'est-à-dire combien de fois un jeune va s'entraîner, quel volume, quelle intensité. Moi, j'ai été surpris en devenant entraîneur. En fait, on attend ça, et c'est peut-être aussi vous, en licence STAPS, je ne sais pas si... en fait, on attend toujours des réponses à nos questions. Comment on est entraîneur? Qu'est-ce qu'il faut que je leur fasse faire? Combien de fois par jour? Quelle intensité? Et moi, en fait, j'ai jamais trouvé les réponses. J'ai eu plein d'avis différents, on m'a expliqué plein de choses, j'ai fait de la physio, mais en fait, il n'y a pas une façon d'entraîner, il y a vraiment... pour moi, il n'y a pas une vérité dans l'entraînement, il y a une multitude de façons d'entraîner. Et donc, je fais mon expérience au fur et à mesure. Et par exemple, en termes de volume, au début, on teste. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que les jeunes ils sont contents de venir à l'entraînement? Non, ils viennent, ils font la gueule, ils n'ont pas envie d'être là. Donc c'est peut-être que c'est trop dur. Voilà. Et c'est encore une question quotidienne parce que j'ai des adolescents en pleine croissance. Qu'est-ce que je peux leur faire faire? Est-ce que c'est pas trop? Quelle souplesse j'ai? C'est vrai que c'est autant d'interrogations que j'ai rencontrées, vous rencontrerez sûrement. Et ouais, c'est pas simple de doser tout ça. Alors, moi, je suis en train de lire un livre sur un prof agrégé, là, c'est l'art d'entraîner. C'est très intéressant sur l'éthique entre les entraîneurs et les groupes d'entraînement et les individualités. Et donc, ça permet d'avoir une réflexion sur son positionnement en tant qu'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui sont là, qui disent à leur groupe « Faites ce que je vous dis, vous allez voir, vous allez être des champions, c'est moi qui sais ce qu'il faut faire, il faut que vous fassiez ça. » Et puis d'autres qui sont plus dans l'échange, l'écoute. Est-ce que quand on fait ça, est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Est-ce que ça va? Moi, je suis plutôt dans la deuxième logique, à me dire il faut faire le groupe d'entraînement, mais il faut prendre en compte l'individualité. Et ça, pour moi, c'est super important. Il y a des jeunes qui vont se fatiguer plus vite. Dans ces cas-là, il y en a, je leur dis arrête la séance avant, ça ne sert à rien. Tu n'as plus envie, tu n'avais pas envie d'être là, tu arrêtes avant. Voilà, il faut toujours réussir à doser ça et c'est pas simple de gérer des groupes pour garder la motivation et l'envie de venir s'entraîner toute l'année. L'hiver, on a un sport dehors, donc il faut réussir à trouver le juste milieu. Mais
Il n'y a pas une façon de faire, quoi. C'est vraiment. Voilà. Alors, moi, naturellement, je te vois arriver, quand je te parle des connaissances sur lesquelles tu t'appuies, je me souviens d'une manière qui me disait que tu avais fait des stats, comme tu l'avais expliqué. Aujourd'hui, dans quelle mesure, donc, tu venais à la BU chercher des informations, etc., dans quelle mesure l'apport des connaissances théoriques est important Pour moi, être entraîneur, il faut être ouvert. Moi, j'ai la chance d'être en triathlon. Par exemple, je viens de faire une formation à la Fédération française de natation. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est l'échange aussi avec les adhérents. Moi, je sais qu'il y a des adhérents. Voilà, j'ai des profs de PS. À la fin de la séance, déjà, je leur demande t'en as pensé quoi? Est-ce que tu as trouvé que c'était cohérent? Souvent, je leur demande de noter la difficulté de la séance pour avoir aussi une idée. Mais il faut vraiment être ouvert, être dans l'échange. Moi, j'ai beaucoup parlé avec un entraîneur du CAP aussi qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte son expérience et qui dit bah, nous, on fait ça avec les sprinteurs, on fait ça avec les sauteurs de haie. Voilà, avec des entraîneurs de natation que je côtoie qui me disent bah, nous, on fait ça. Et après, on vient s'enrichir, mais je pense qu'il faut vraiment être ouvert à tout et pas avoir peur de dire bah, parce qu'il y a des entraîneurs, ils disent pas ce qu'ils font, ils veulent pas dire ce qu'ils font. Ils veulent pas donner leur plan d'entraînement. Alors des fois, moi je pense que c'est parce qu'aussi ils savent pas trop les justifier. Donc du coup, c'est plus simple. Mais moi je pense qu'il faut vraiment être dans l'échange, pas hésiter à se remettre en question, à s'ouvrir. Et... Par exemple, moi l'année dernière, avec les groupes adultes et même les jeunes, je faisais beaucoup de seuil. C'est-à-dire une intensité cardiaque autour de 90%. Donc 85-90%, pour s'appuyer par exemple, ça va être 3 fois 1 minute récup 2. Donc je faisais beaucoup de seuil. J'ai eu plusieurs formations où on a dit attention, le seuil, ça fatigue énormément, ça amène à la blessure. Donc cette année, on est plus là sur du polarisé, c'est-à-dire beaucoup de basse intensité. Et quand on fait de la haute intensité, on fait la fréquence cardiaque max. Et on ne fait plus d'allure intermédiaire. Donc moi, je le fais depuis là quelques mois, et je peux observer que les groupes, il y a moins de blessures. Les gens, et notamment les jeunes, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas été malades tout l'hiver comme l'année dernière. Ils avaient pu être malades tout l'hiver parce qu'on avait fait énormément de seuil, ils étaient fatigués, et voilà. Chez les adultes aussi. Donc après, on teste, mais cette année, je suis beaucoup plus sur du polarisé. Par exemple, il y a un entraînement, vous avez vu, on a fait 3 fois 1-1, 3 fois 2-2, 3 fois 1-1 en course à pied. Donc que 12 minutes d'effort sur 1h15. Donc voilà, j'ai réduit un peu les volumes d'intensité. Par contre, ces volumes d'intensité, ils sont faits à plus haute intensité. Là, c'est vraiment intéressant par rapport aux qualités dont on parlait, donc l'adaptabilité, mais aussi la capacité à prendre du recul sur ce que je fais. Voilà, la pratique réflexive. Pour pouvoir évoluer. En début d'année, j'étais reparti j'avais fait des tableaux d'allure en disant voilà, on courra à telle allure, il y avait 5 allures différentes. Et je me suis dit, bah, cette année, aux adultes, je vais leur donner ça. Ils avaient tous l'affiche avec les allures. Je leur disais, bah, là, 3 fois 1 minute, allure M, par exemple, allure marathon ou allure 5 km. Donc, normalement, les gens avaient leur grille et ils allaient à la vitesse que je leur avais dit. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec mes groupes, ça ne marchait pas du tout. Et les gens faisaient 3 fois 8 minutes la course. Donc, ils arrivaient à la fin de la séance, ils étaient explosés. Donc, c'est vrai que souvent, j'entends des entraîneurs dire, ouais, les adultes, c'est trop compliqué, je ne veux plus les entraîner, ça ne sert à rien, ils n'écoutent rien. Je pense qu'il y a aussi. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué, mais je pense qu'il faut prendre en compte le public lequel on entraîne. Est-ce qu'on entraîne des compétiteurs? Moi, j'ai des gens qui viennent s'entraîner à la fin du travail, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils n'ont pas envie qu'on les saoule trop, ils veulent juste venir se dépenser, penser à un bon moment avec tout le monde. Si je leur dis attention, ne cours pas plus vite que 4 minutes au kilo, ils vont me dire oh, ne me saoule pas, moi je viens, tu me dis ce qu'on fait, je me la colle et puis je rentre à la maison, je suis content. Quoi. Donc si on se bat pour dire ah bah non, tu gardes ton allure ou quoi, on est complètement déconnecté du public auquel on a et au bout d'un moment ça fonctionne. Soit l'entraîneur s'énerve, il se lasse, soit il n'y a plus personne aux entraînements. Moi, c'est un des critères quand j'arrive le soir. Bon, maintenant, à groupe de course à pied, on est 40, 50. Hier soir, on était une quarantaine. Bon, je me dis que les gens peuvent s'y retrouver. Si je change ma façon d'entraîner et que dans un mois, il y en a plus de 12, je dirais, ah, il y a peut-être un souci. Donc, c'est vrai il y a le public adulte où il faut qu'ils s'amusent autant que les enfants. Donc, il faut adapter le contenu à ce qu'ils recherchent. Donc, moi, je fais plus de seuil parce qu'ils faisaient tout trop vite. Donc, maintenant, ils peuvent s'engager à fond à 100%, mais j'ai diminué le volume et j'ai augmenté la règle. Comme ça, ils peuvent s'engager à fond, il n'y a pas de problème. Il y a moins de conséquences pour la suite et ils se blessent moins. Mais voilà, il a fallu que je me réadapte, alors que j'ai passé des heures et des heures à faire des tableaux que je trouvais magnifiques d'ailleurs. Enfin bref, j'ai dû tout mettre de côté et me dire bon, terminé, on passe là-dessus. Je l'ai testé pendant un mois et demi, on en a parlé beaucoup avec Titouan. On a dit on arrête, quoi. C'est pas possible, ils envoient dans le mur. Néanmoins, les heures que tu as passées sur ces tableaux-là, je suis sûr qu'ils vous servent pour évoluer. Bah, plus ça va, plus je fais simple en fait. Voilà, je pense que c'est comme tous les sports. Quand on fait du sport de haut niveau, on dit plus un athlète est bon, plus il simplifie son jeu, plus. Bah, je crois que c'est partout pareil. Quoi. Voilà, plus ça va, plus j'ai pur mon jeu d'entraîneur, on va dire, toi, et je simplifie les choses. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais.
Alors, tu parles de tous les publics confondus ou... Bah, tu vois, hier soir, la course à pied adulte, on était une quarantaine. La natation, ce matin, à 6h30 dans l'eau, il y avait 35 personnes. Donc, il y a souvent beaucoup de monde. Après, on a aussi des entraînements qui sont tournés vers les athlètes de nos équipes. Par exemple, il y a des créneaux de entraînement en midi, où là, on est 6-10. S'il vous plaît. Voilà. Mais voilà, il y a des créneaux d'entraînement spécifiques pour les athlètes des équipes. Quelques-uns qui sont spécifiques pour eux, où là, on va être autour de 6-12. Et ils ont des créneaux aussi en même temps. Par exemple, hier soir, il y avait Hugo Villin, qui est devenu prof de test l'année dernière, qui a eu son concours. Hugo qui court maintenant sur 5000 moins de 15-30. Il était là, il a fait la séance avec tout le monde. J'essaye de glisser un peu tout ça. Ouais. Ouais, pour l'instant, puisqu'il y a quelqu'un qui est pris en formation, c'est moi qui fais tous les plannings d'entraînement des kids je peux vous montrer ce que j'envoie aux entraîneurs, si la batterie elle tient encore un peu, si je vous montre juste ce que j'envoie aux entraîneurs chaque dimanche. Comme ça va vous donner une idée. Voilà, vous voyez là, par exemple pour les adultes, donc je fais pour chaque groupe, là il y a les ados, les adultes, le groupe à venir, le groupe complet, j'envoie ça à chaque fois. J'envoie ça, on a un messenger où il y a tous les entraîneurs sont dessus, et donc il y a toutes les séances. Voilà, donc de natation, de course à pied femme, course à pied du mardi, la natation du mardi. Donc ça change en plus. C'est toi qui conçois les entraînements, Pour le moment, j'attends pour l'instant, mais ça va venir très vite. Et tu proposes, voilà. Voilà, et les entraîneurs, Titouan aussi devient de plus en plus autonome et est capable de produire des séances. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, à chaque fois, par exemple, là ce matin, on a fait ça, donc c'était une séance de natation spécifique brasse, retour aérien, on n'a pas fait d'intensité, on a fait un peu d'hypoxie. Donc à chaque fois en natation, il y a deux groupes, le groupe confirmé et le groupe perfectionnement. J'imagine que tu conçois tes séances en fonction d'une planification et d'une programmation. Alors il faut prendre en compte ça aussi, c'est-à-dire que là c'est les adultes. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui viennent à fond pendant 2 semaines, on les voit plus pendant 3 semaines, ils reviennent avec 5 kilos en plus, ils ont fait les fêtes. Et donc forcément pour moi, le planning il n'est pas le même pour les adultes où ça va être toute l'année, on va venir chercher à travailler de façon on va dire régulière, et puis avec des groupes de jeunes, de compétiteurs, où là je sais qu'ils sont là, on peut avoir une planning plus progressive et plus proche de leurs attentes. Mais c'est sûr, ça il faut le prendre en compte. Un public adulte, il y en a qui viennent que, par exemple, moi il y en a qui viennent nager que le lundi. Donc si tous les lundis je fais du sprint, ceux qui viennent nager que le lundi, ils font que du sprint tout le temps. Donc ça tourne tout le temps. Dans ma planning, j'ai une grille, je vous montre rapidement elle est là aussi. L'importance de la planification. Et pour être sûr de ne pas me planter, j'ai un fichier Excel là. Donc là par exemple, vous voyez la planif adulte, elle est là. Donc là jusqu'aux vacances, je mets chaque thème. Donc je sais que le lundi, ils feront une fois du pape d'alignement, le lundi d'après dos prise d'appui, ensuite brasse retour aérien, pape alignement. Et le pourcentage, c'est le pourcentage d'intensité dans la séance. Donc sur 4000 mètres, quand ils font 10% d'intensité, c'est qu'ils auront une série de 400 mètres. Mais je suis sûr que le lundi, ils aient au moins tous fait du dos, du pape, et que ce ne soit pas trop redondant. Si on est dans la planification et l'organisation des séances, on sait que la saison de triathlon est un peu moins intense en termes de compétition en hiver, plus à partir du mois de mars, peut-être, du mois d'avril. Qu'est-ce qui amène l'athlète, le triathlète, en fonction des groupes que tu as, à aller vers l'optimisation de la performance? Comment tu construis ta planification? Est-ce que tu vises, pour certains, pour les jeunes, par exemple, tu sais, un championnat de France, la qualification pour les championnats de France, tu vas aller préparer tout l'hiver là-dessus. Comment tu t'y prends? Alors, pour moi, le premier aspect, le plus important avant la physiologie, c'est l'aspect mental. Il faut conserver les gens disponibles à s'entraîner et motivés dans leur projet sportif. Et notamment chez les jeunes, on ne va pas parler de tapis spécifiquement, mais d'autres enfants qui, des fois, il y a des années, ils sont un peu moins motivés, à 10-12 ans, ils perdent un peu la motivation, ils ont moins envie. Et dans ces cas-là, moi, j'essaie tout de suite de les voir et de leur dire, écoute, tu as moins envie en ce moment, viens plus le mercredi, viens plus le vendredi, viens que le lundi et le samedi, par exemple. Et du coup, des fois, les jeunes, ils vont traverser, il faut les détecter, et du coup, ces jeunes-là, pendant 1 ou 2 ans, ils vont être un peu sur la réserve, et puis à un moment donné, ils se révèlent. C'est le cas, par exemple, de nombreux jeunes, mais dans le cas de la fille qui là, est mordue, quoi. Elle aime ça, elle a envie de le faire, elle est motivée, c'est son projet, ça se sent, quand elle est blessée, elle n'est pas bien, voilà. Parce qu'on a beaucoup parlé
là je suis peut-être un peu, mais sur la précocité dans tous les sports, et pour avoir fait plusieurs formations dans différentes fédérations, beaucoup, et notamment la natation, se rendent compte qu'ils poussent les jeunes trop tôt vers la précocité. Donc ils se rendent compte que tous leurs nageurs, à 16-17 ans, ils arrêtent, mais on en a parlé aussi dans le monde du foot, à trop pousser à la précocité, à amener les enfants à vouloir aller trop vite, et bien à 16-17 ans, on en perd énormément. Regardez bien les catégories de jeunes. Pardon ? L'important, c'est de les faire pratiquer dans leur catégorie. Et surtout, est-ce qu'on dit, hein, les résultats des jeunes, c'est gratifiant pour les entraîneurs. Donc on veut absolument que nos jeunes, moi-même, on qualifie des jeunes au championnat de France. Je suis content de dire, bah, c'est moi l'entraîneur qui en qualifie le plus dans la région. Mais si ces jeunes-là, je les ai qualifiés au profit d'un volume énorme, et que 2 ans après, ils en ont ras-le-bol, ils arrêtent, bah, j'ai tout perdu, quoi. Donc moi, c'est vrai que avant tout, tu me demandais comment on fait pour aller vers. Moi, ce que je prends en compte, c'est me dire, il faut que le triathlon, ça leur apporte quelque chose dans leur épanouissement personnel d'abord. Il faut que tout entre leur vie perso, leur vie scolaire, leur vie avec leurs potes, que ce soit un bel ensemble. Et je veux pas que ce soit exclusif, comme on peut le voir dans certaines disciplines très autoritaires, hein, où les entraîneurs demandent, non mais nous, t'es là, je veux pas le savoir, tais-toi, bah, je suis pas du tout là-dedans. Et beaucoup d'entraîneurs, ils sont de moins en moins. Voilà. Et ça me permet de conserver les jeunes dans la durée. Et on le voit bien, hein, parce qu'on a les statistiques. Avant, on avait beaucoup de mini-poussins, pupilles, benjamins, et après, ça chutait jusqu'en junior. Alors que maintenant, eh ben, nos jeunes, on les conserve dans la durée. Alors, donc, justement, peux-tu nous expliquer comment, ce que tu as mis en place avec ton équipe d'entraîneurs, pour garder les jeunes dans la durée? Eh ben, déjà, c'est de les consulter. Par exemple, des fois, on fait des séries à pied. Maintenant, on leur demande, allez, ce soir, on va faire 8 fois 200 récup 100 à pied. Non, vous pouvez en faire entre 5 et 8. Combien, toi, tu vas en faire? Bon, toi 5, toi 6, toi 7. Il y en a qui disent tout le temps 8. Il y en a même, on les bride. On dit, toi, tu veux. Non, bah, toi, t'en feras que 6, là. Non, ils sont acteurs du projet, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. C'est-à-dire que nous, on est entraîneurs, on leur donne les moyens, mais c'est eux qui doivent être acteurs de leur projet. Donc, ils ont leur mot à dire. À chaque fois qu'il y a un petit qui nous dit, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal. Nous, on n'est pas médecin, on dit, tu arrêtes. Voilà. Si on voit, des fois, on voit des enfants, ils sont cramés, ils n'arrivent plus à tenir une série en natation ou en course à pied, la technique, elle se dégrade complètement. Et ben, on les dit, allez, vas-y, il faut que tu y ailles, c'est comme ça, il va jusqu'au bout, ben, on l'arrête. On dit, écoute, ça sert à rien, t'es parti trop vite, là, tu es en train de te faire mal pour rien, arrête. C'est vraiment je pense que c'est dans la compréhension, mais ça vaut pour tout. Le jeune footballeur qui vient s'entraîner, qui n'avait pas envie d'être là parce qu'il a eu des soucis, ben, à un moment donné, le mettre sur le côté, lui dire, écoute, ça va pas, t'as pas la tête à attendre. Je pense qu'au final, on les conserve plus que. Par rapport aux jeunes, on va ensuite pour parler de l'utilisation de la performance, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Par rapport aux jeunes, dans la relation aux parents, comment vous fonctionnez? Alors, il y a une relation, au début, j'étais très méfiant des parents. Et tout le monde me disait, ah non, les parents, on les laisse pas, il faut pas qu'ils viennent avec toi, il faut pas qu'ils donnent leur avis, leur parle pas. Enfin, en gros, je schématise, mais c'était dans les on-dit. Le pire, c'est pas les enfants, c'est les parents. Souvent. Ah non, tu verras. En fait, moi, je constate que pas du tout. Il y a des parents qui sont effacés, c'est-à-dire ils emmènent leur enfant parce qu'il veut faire du triathlon. Et ben, dans ces cas-là, on le prend en compte. Déjà, le parent l'emmène. Donc, il n'y a pas besoin de solliciter plus que ça. Déjà, il y a des parents qui sont à fond derrière leur enfant, qui veulent que leur enfant il devienne. Alors, il faut faire attention, qui veulent qu'il devienne le meilleur. Alors, dans ces cas-là, ben, ça ne sert à rien de mettre le parent de côté, de toute façon, parce qu'on ira au clash. Mais c'est au contraire devenir plus complice avec lui pour lui faire comprendre, attends, laisse-le grandir. Et il a le temps, c'est vrai, il se débrouille bien, mais voilà, on voit bien, la précocité, c'est pas parce qu'on est le meilleur à 14 ans, c'est pas parce qu'on est en équipe de France de foot en moins de 17 ou en moins de 16 qu'on sera pro, et d'ailleurs, il y en a très peu. Donc la Fédération française de tri se pose aussi beaucoup de questions, parce que quand ils voient qu'en moins de 16 ans, il y a très peu de jeunes en équipe de France qui deviennent pro, et que c'est des parcours parfois atypiques qui deviennent pro, donc pour avoir échangé un peu avec les DTN. Voilà, donc moi je travaille avec les parents, je suis à leur écoute, ils ont leur mot à dire, c'est leurs enfants, c'est eux qui les connaissent, ils savent s'il a des leçons, ils savent s'il est fatigué, ils savent que. Et puis après. je pense que c'est également un moyen de fidéliser les jeunes. Ouais, bien sûr. On m'a dit des fois, ah bah tiens, moi je viens de tel ou tel club de natation, de gym, de quoi, les entraîneurs ils ne nous parlaient pas, il fallait qu'on reste derrière la porte. Pourquoi pas aussi des fois, hein, où il y a des séances de natation où ça peut être un peu compliqué, mais au final, je trouve qu'ils restent à leur place et que en tout cas, moi, j'ai pas de problème. Alors, assez proche, puisque j'ai passé mon diplôme d'État de triathlon avec des CTL, enfin des conseillers techniques de ligue, des conseillers techniques régionaux. La différence entre diplôme fédéral et diplôme d'État.
Donc du coup, moi j'ai la chance de les connaître. Et par exemple, l'année dernière, ils ont mis à plat tout le système de formation. Donc il y avait une réunion à la fédération, on était une dizaine, et j'ai été convié à participer donc avec il y a le président même de la fédération qui est venu. Donc je suis pas mal en échange, et dès qu'on me sollicite, j'y vais en fait. Dès que j'ai l'opportunité d'aller à la fédération, qu'on me dit bah tiens, il y a une réflexion sur un tel ou tel sujet, j'y vais parce que pour moi c'est essentiel d'avoir un pied dans sa fédération, savoir ce que sa fédération met en place et être au contact de ce qui se fait quoi. Est-ce que ça arrive d'être en désaccord avec ce que pourrait proposer la fédération et être source justement de propositions? Bah pour l'instant non, parce qu'on m'a toujours demandé mon avis. Enfin, par exemple, quand j'étais là pour mettre à plat un peu le système de formation, c'est-à-dire les diplômes d'entraîneur, c'était un échange et du coup c'était chacun a donné son opinion et après ça. J'ai pas de. Non, bon, j'ai pas de. On a discuté la semaine dernière avec un étudiant, je sais pas, au niveau des formations d'entraîneurs au niveau du football, où on donne un cadre, un formatage, et tu n'as pas le droit d'en sortir. Ouais. Et on a parlé la semaine dernière comme quoi ça pouvait être très frustrant de ne pas pouvoir aussi amener ses idées pour les fédérations. Des fois, elles sont un peu trop dans le formatage, c'est ce dont on parlait la semaine dernière. Ouais, pour l'instant, moi, la formation que j'ai reçue, je suis plutôt satisfait de la fédération. C'est que je trouve assez ouverte, assez récente, assez neuve. Et donc, encore sans idées préconçues. Quels sont les objectifs de la fédération Alors, c'était 100 000 adhérents et avoir des médailles au JO. Et on est très loin, hein. Il y a 5 ans, on était à 55 000 adhérents. Tout le monde disait, ouais, le triathlon, on en parle maintenant, génial. Et en fait, le nombre d'adhérents augmente très peu parce que les clubs sont très peu structurés. Il y a de plus en plus de gens qui font du triathlon, mais hors fédération. Alors voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte culturel de l'activité de triathlon partagé entre la fédération, ce que proposent les activités, les compétitions fédérales, qui vont être reconnues aussi par la fédération internationale, et puis, j'imagine que les fédérations internationales qui sont aidées, et puis les pratiques informelles, je pense c'est peut-être des Ironman, des choses comme ça. Ce que je vous dis, je suis sûr qu'il y a peut-être 200 000 personnes, 300 000 personnes en France qui font du triathlon, pourtant il n'y a que 55 000 licenciés. Et ça, c'est une grosse interrogation de la fédération, de se dire, eh ben, ouais, il faut structurer nos clubs pour qu'ils réussissent à être attirés par les clubs et à former des jeunes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de clubs, mais des clubs de 20, 30, 40 qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de jeunes en fait. Parce que avoir des jeunes, c'est ce qui engage le plus et c'est là où il faut des entraîneurs diplômés. Donc il y a un gros déficit de structuration des clubs encore en France. Donc la fédération pousse à ça. Et c'est pour ça que je disais, pour l'instant, leur diplôme d'État, c'est juste structurer vos clubs, au-delà du contenu de l'entraînement. Donc oui, il y a des courses qui sont organisées par la fédération, avec des championnats de la fédération. Et puis par exemple, le triathlon de ville, vous pouvez très bien y participer en étant non licencié. Donc voilà. Donc il y en a qui sont licenciés, qui participent en tant que licenciés, mais il est possible aussi de prendre part à des épreuves. On paye une licence journée, donc on paye son inscription un peu plus cher, et sans être licencié, on peut participer au triathlon. Il y a plus entre les adhérents et athlètes de la fédération, les pratiques informelles où peut-être je décide une fois par an de faire un triathlon et je n'ai pas forcément envie d'investir dans un club. Oui, par exemple, on est en plein dans le duathlon de Caen, notre épreuve elle a été complète en 4 jours. Et donc tous les licenciés disent ça sert à quoi qu'on soit licencié, il y a la moitié de nos licenciés qui ont réussi à avoir une place. Donc on est en plein dedans quoi. Est-ce qu'on doit réserver notre épreuve aux licenciés, mais en même temps on a des subventions de la mairie qui nous dit écoutez, vous organisez une épreuve, il faut que ce soit accessible à tous. Donc on est souvent dans ces problématiques-là, on les retrouve encore. Et concrètement on est en plein dedans là. Oui, alors il y a des organisations privées, vous connaissez peut-être triathlon de ville, triathlon normand. En fait, si on veut organiser une épreuve et pouvoir l'appeler triathlon, il faut payer, il faut donner une part des bénéfices à la fédération. Donc, il y a des épreuves maintenant qui font en privé, par exemple le triathlon d'Alpe d'Huez, maintenant ils n'ont plus aucun rapport avec la fédération. Parce qu'ils estimaient que c'était trop cher, parce qu'il n'y avait pas assez de services, parce que la fédération, ils n'y trouvaient pas leur intérêt. Donc du coup, on commence à avoir des organisations qui se coupent de la fédération. Et ça, c'est vraiment pas bon pour notre fédération. Parce qu'on commence à avoir un fonctionnement comme tu disais, en parallèle. Et donc, avec du coup des règles qui peuvent changer, puisqu'ils ne sont plus affiliés à la fédération, ils peuvent mettre les règles qu'ils veulent sur plein de particularités, sur la descente du vélo, la montée de vélo, etc. etc. Une fois qu'ils ne sont plus affiliés à la fédération, ils font ce qu'ils veulent. Donc la fédération a tout intérêt à faire attention à ce que les gros organisateurs ne quittent pas le fleuron fédéral, ce qui pourrait sûrement arriver. Parce que là, nous, on enseignerait des choses à nos jeunes, et quand ils seront en compétition, comme ce serait du privé, certaines fois, ce ne serait plus les mêmes règles.
Donc là, ça deviendrait compliqué. Alors, quel type de compétitions sont organisées? C'est des formats, je crois, Ouais. de compétitions complètes. Comme en athlétisme, il y a du sprint aux longues distances. Le S, ça va être par exemple 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied, jusqu'au plus long, que souvent on connaît plus, qui est l'Ironman, 3 km 8, 180 et un marathon. Tout ça, c'est dans le plan fédéral. Je pensais que l'Ironman était quelque chose encore. Alors, Ironman est devenu aussi un label privé Ah oui, d'accord. qui organise des courses, mais encore sous le fleuron de la fédération, puisqu'ils reversent, ils sont encore, ils fonctionnent avec la fédération. Donc j'imagine qu'il y a une fédération européenne, une Ouais, fédération pareil. internationale, Ouais. une compétition européenne. Il y a un championnat, si vous connaissez Vincent Luis, voilà, il participe aux compétitions européennes, nationales, etc. Ouais. Eh ben, j'y arrive pas toujours. C'était la question, c'est comment garder les athlètes qui nous représentent au niveau national. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Hugo qui était là, Hugo Le Vilain. On a Martin Laurent, Thomas Laurent. Alors on a un coureur qui est maintenant quarantenaire, mais qui est toujours l'un des meilleurs de la région, Louis Letellier, qui a couru 13-20 pour vous dire au 5000. Voilà, Dorian Louvet, quelques-uns des meilleurs coureurs du poinçon aussi au duathlon. Alors, des fois on n'y arrive pas. Et il y a des athlètes qui, de toute façon, ils ont une organisation personnelle, professionnelle. Donc là, soit je les oblige et je les perds, soit, comme je te disais, on prend en compte, ok, tu peux pas venir tout le temps, essaye au moins de venir à la galette des rois du club, essaye de venir à 1 ou 2 entraînements vélo avec les jeunes, voilà, ça fonctionne pas. Il y en a qui viennent régulièrement, qui s'y retrouvent, et il y en a d'autres, non. Ce qu'il faut, c'est réussir à ce qu'il y ait des temps communs. Après, chaque athlète, selon son organisation personnelle, peut donner plus ou moins de temps commun. Mais les exigences, c'est... Je ne peux pas dire, on a des athlètes qui vont nous permettre de nous maintenir, donc tu ne peux pas venir le mardi soir, tu t'en vas, quoi. Parce que sinon, après... Ouais. Oui, d'échanger avec eux, c'est sûr. Mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours le cas, et on essaye de faire toujours au mieux. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'arrêt, d'idée arrêtée, quoi. Si tu viens pas t'entraîner mardi, tu n'es pas dans l'équipe, parce que sinon, tu passes ton temps à prendre la tête avec tout le monde. Je reviens sur l'organisation. Alors j'ai complètement changé. Avant je faisais un planning à l'année et je envoyais mon contenu 4 semaines par 4 semaines. Et en fait je me rendais compte que j'avais aucune réactivité. Ça veut dire que j'avais prévu ma planif et il fallait que les groupes suivent. Tu vois, peu importe ce qui se passait, et mon groupe il devait suivre. Et en fait c'était plus du tout cohérent parce que des fois les groupes étaient crevés. Et moi, j'avais prévu que la 3e semaine, il y avait une séance dure. Alors, je les envoyais sur des séances qui étaient trop dures, ils se blessaient ou quoi. Donc maintenant, je fais semaine par semaine. Tu vois, j'ai une idée des thématiques et du volume, mais je refais semaine par semaine. Ça me permet d'être beaucoup plus réactif, de voir l'état de fatigue des groupes. Tu ressens vite un groupe, s'il est fatigué. Est-ce qu'il reste à la fin de l'entraînement, ils sont souriants, ils discutent. Est-ce que chacun se barre avant, voilà. Et tout ça, du coup, ça me permet toujours de réadapter. Mais je pense que... Et d'ailleurs, ça se fait plus dans la planif avant. Même les athlètes de haut niveau, c'est des planifs olympiques sur 4 ans. Donc les gars, ils espéraient qu'il y ait le pic de forme, tu vois. Et maintenant, on est plus sur des planifs plus homogènes, quoi, plus régulières. Et la polarisation d'entraînement permet ça. C'est-à-dire que tu polarises, et par contre, leur travail de sec, leur travail d'ego spécifique, ils peuvent le faire en compétition. Donc tu peux intégrer la compétition dans ton entraînement. Et pour moi, ça mène beaucoup plus de souplesse et tu es beaucoup plus réactif à ce qui se passe à la plateforme. Là, tu es en train de dire, Michael, que la notion de pic de forme est mise un petit peu de côté. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Je suis toujours impressionné des entraîneurs qui disent « Ah, mais non, mais t'inquiète pas, dans 8 semaines, là, c'est sûr, il sera prêt, il va faire ça. » Alors peut-être, c'est sûrement parce que je ne sais pas le faire, mais moi, je ne sais pas le faire. Par contre, en polarité, je prends un risque avec les Par athlètes. contre, avec l'expérience, tu dois pouvoir commencer à te rendre compte que si tu fais une séance un peu plus intense à un moment donné, je crois que 15 jours ou 3 semaines avant une compétition importante, Oui, non, bien sûr. il y aura des effets. On peut- Ça prend des athlètes. Voilà. Et puis, moi, par exemple, on faisait beaucoup de seuls hiver. Ils étaient très forts au mois de mars-avril, et puis après, et puis rien, la saison était jusqu'au mois de septembre. Donc, voilà, je pense qu'on est. Faut être patient. Ça se construit comment? Ça se construit grâce à ton expérience de ce que tu fais depuis 3, 4, 5 ans, ou est-ce que c'est parce que tu t'appuies sur des théories d'autres entraîneurs? Les deux, les échanges avec des gens confirmés du club, ça se fait quand
je lis encore, j'essaie de me tenir au courant. Dès qu'on propose une formation, j'y vais. Et puis le triathlon, je pense que c'est ça aussi que la fédération est plus ou moins ouverte, c'est que nous, c'est natation, vélo, course à pied. Donc on a un œil sur plus large, je pense. Donc moi, dès qu'il y a une formation, j'ai la chance de pouvoir aller aux formations de natation, j'y vais. Course à pied, j'y vais, etc. Et ça m'aide à rester à la page, quoi. Ben, j'ai envie de dire qu'en fait, comme j'étais loin du truc, il y a des choses que j'aimerais bien retourner dans certains cours. Tu vois, ou avec du recul, je me dis, mais je pense que c'est normal, on n'est pas encore, on se rend pas compte encore de ce que ça peut nous apporter parce que c'est pas. Ça m'a apporté des choses au niveau physio, voilà. Dans toutes les pratiques sportives, dans toute la pédagogie, j'ai appris des choses en échangeant avec les entraîneurs, enfin avec les autres les profs, etc. J'ai appris pas mal de choses, mais j'imaginais pas que j'allais être entraîneur de triathlon, donc il y a des choses que je ne me suis pas saisi. Et si je serais un bien meilleur étudiant maintenant qu'il y a 10 ans, ça c'est sans faute. Ça c'est intéressant. D'où l'importance du projet quand on est étudiant pour pouvoir se voir quel type de connaissances vont nous servir pour la suite. J'irais plus en physio arculant, quoi. Ou j'irais. La physio, ça te sert un peu. Ah ben oui, c'est les bases. Il faut connaître parce que ça sert à pas faire n'importe quoi non plus. Et les apprentissages aussi, l'apprentissage technique, c'est bon, vous aviez cyclisme, c'est au sein de STAPS. Alors justement, la question, vous êtes au confluent, le triathlon est au confluent de 3 disciplines, et tu as déjà un petit peu évoqué les relations avec des fédérations spécifiques sur les différentes disciplines. Et la grande spécificité aussi du triathlon, c'est d'être capable d'enchaîner les 3 épreuves. Et oui, c'est intéressant de travailler les transitions. Il y a tout un aspect technique comme en biathlon. Voilà, bah, nous, il y a des transitions. Et alors, plus pour vous donner un ordre d'idée, cette année, en D1 duathlon, il va falloir courir autour de à 20 à l'heure, c'est-à-dire entre 15-15 et 14-50 pour être dans le groupe de tête en duathlon. Et quand on arrive à la transition, comme il y a un niveau très homogène, on arrive à 80 en même temps. Donc là, bah, celui qui va ressortir premier du parc ou celui qui va sortir dernier, alors qu'on est tous arrivés en même temps, bah, c'est pas du tout la même course. Donc il y a tout un aspect tactique, technique à développer, et chez les jeunes aussi, il faut tout optimiser. Comment je mets mon casque, à quel moment je monte sur mon vélo, comment je me place tactiquement dans la course avant l'entrée du parc à vélo. Il y a tout cet aspect tactique et technique qui vient enrichir en plus notre sport, et qui, pareil, après le vélo, il faut que je me repositionne dans le groupe parce que si on est un groupe de vélo de 40, si je rentre premier ou dernier du groupe dans l'ère de transition, puisque c'est 5, 20, 2,5, donc il reste que 2,5 de course à pied. Si j'ai déjà pris 10 secondes dans la transition, sur 2,5 km, comme les niveaux sont homogènes, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là, tactique, technique. Non, selon les classements. C'est en fonction des classements. Bah ouais, tu vois, je voulais le dire, mais c'est vrai que moi j'ai la particularité d'être encore athlète, j'espère encore y être cette année. Donc pour moi c'est un statut particulier parce que je sélectionne l'équipe et en même temps je suis dedans. Donc forcément ça peut amener à des discussions, et logiquement. Donc, et je pense que ma pratique personnelle m'apporte d'autant plus qu'à la base je ne suis pas du tout triathlète. C'est-à-dire que souvent on dit c'est pas parce qu'on est bon athlète qu'on est un bon entraîneur. Mais comme je savais vraiment pas nager, je sais quelle galère c'est de commencer à nager. Tu vois, je m'en rappelle très bien les fenêtres de travers, le nez qui coule, le bonnet avec l'oreille qui dépasse. Quand tu es nageur de base, va expliquer à quelqu'un les sensations dans l'eau, l'allongement, les difficultés qu'il peut rencontrer, tu les imagines pas, puisque toi-même tu les as jamais vraiment eues. Alors que moi j'ai galéré, je savais pas mettre des chaussures automatiques, je m'en souviens, j'avais 22, 23 ans. Donc je pense que ça m'aide énormément pour accompagner les adhérents. Alors, gros débat, et oui, je cours avec les adultes. Alors, il y a eu, sur un groupe de 40, 50, il y a des anneaux, il y en avait 2 ou 3 qui disaient « Ah, c'est pas normal, l'entraîneur, il court avec nous, il ne devrait pas ». Ce qui se justifie, se défend complètement. Mais en fait, dans la dynamique de groupe, moi je ressens les choses, et il y a Potter qui est là, qui vient courir, qui est blessé, mais je sens mieux le groupe d'entraînement des adultes, et j'ai l'impression que la dynamique est mieux quand je cours avec, plutôt que quand je suis sur le côté, tu vois.
Et par exemple, là, j'étais blessé, je recours avec les groupes depuis 2 semaines, et ben moi, je sens mieux les séances. Je suis plus. Voilà, je sens mieux ce qui se passe, je ressens mieux les différentes souffrances qui peuvent rentrer. Puis il se dit, bah lui, il court, il chie comme tout le monde, donc c'est peut-être que. Voilà. Alors là, tu poses une question de fond quand même. Parce que Mais ça se dit, je le ferai pas avec les jeunes, par exemple. Il y a encore la vitalité pour le faire. Ouais. Si tu continues à être entraîneur jusqu'à la fin de ta carrière, forcément, il y a le phénomène du vieillissement qui intervient et qui pourra peut-être te limiter dans la participation. Ah, bah j'achète un vélo électrique ou voilà. Hein. Pour les vélos, mais pour la course à pied, déjà. Ah, bah j'ai suivi en VTT. Non, mais ça se fait, oui, pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule façon d'entraîner et que tu n'as pas une seule façon d'entraîner selon les groupes. Avec les jeunes, je ne cours pas avec eux. Tu vois, je suis là, ils ont besoin de beaucoup d'aide technique. Les adultes, si tu leur prends trop la tête sur la technique, que tu es tout le temps en train de vérifier leur chrono, en tout cas, moi, mes groupes, ça ne va pas le faire. Par contre, bah, quand je suis là, en plus, les gens, bah, du coup, calment leur allure. Comme je suis un repère et que moi, je suis tout le temps là, bah, des fois, quand je ne suis pas là, les gens vont trop vite. Tu vois, parce qu'ils se disent, bon, bah, lui, il a fait l'allure, bah, je ne vais pas le dépasser, ça ne sert à rien. Donc, en tout cas, moi, je ressens mieux les choses, mais tu vois, il y a des adhérents qui sont là, peut-être tu pourras me contredire ou pas, auteur, mais ce qui se fait avec le groupe adulte, je le ferai avec un autre. Est-ce que je fais cette annexe au groupe-là, je le ferai pas avec le fait que je cours avec les groupes, Potter? Ça dépend du public, hein, tu l'as résumé. Et souvent, la plupart des personnes qui te reprochent de pas, du moins de courir avec eux, c'est ceux qui demandent un apprentissage technique, c'est-à-dire que ça va surtout être ceux qui débutent et qui ont envie que tu apportes une plus-value. Et maintenant, c'est des groupes qui sont de plus en plus importants. Donc, des fois, c'est un groupe qui s'étale sur 100 mètres. Donc, quand on est à la fin du groupe, où on en chie, en plus l'entraîneur n'est pas là pour nous corriger, ça peut cristalliser un peu les tensions. Et au-delà de ça, le travail technique en course à pied, alors je le faisais un petit peu, mais quand on a des groupes de 50, moi je sais même plus de le faire. Voilà, des éducatifs à 50, c'est pas possible, vous ne pouvez pas corriger. Enfin, en tout cas, moi j'y arrive pas. 50 personnes. Bah, du coup, voilà, le groupe, tu l'animes, tu essayes, de temps en temps, on essaye de mettre des ateliers techniques. Alors, il y a Titouan qui est en train avec moi le jeudi, on peut faire 2 groupes. Mais c'est sûr que un travail technique spécifique avec un groupe de 50, moi je sais pas le faire. Dans l'optimisation de la performance, on parlait de compétition pour l'avenir, etc., à viser pour les athlètes. Comment tu combines l'aspect physiologique, physique, par rapport à l'aspect technique? Comment ça se fait dans votre conception? Bah, chez les petits, il y a un dicton qui dit il faut travailler à vitesse gestuelle. Jusqu'à 10-12 ans, il faut vraiment qu'ils aient une coordination, une vitesse gestuelle, parce que plus ils vont courir vite sur 30 mètres, plus ils courront vite sur 10 km. Si on a déjà des jeunes qui sur 30 mètres n'ont pas de vitesse, au niveau des muscles agonistes, antagonistes, ils n'ont pas de relâchement musculaire, ils n'arrivent pas à mettre de la fréquence, ce sera très difficile de les faire courir vite à 15-16 ans sur 5 km. Par contre, si tout petits, ils ont acquis la vitesse gestuelle, la fréquence des appuis, et qu'ils savent bien coordonner tout ça, ce sera facile à 15-16 ans de les faire passer. C'est pour ça que, par exemple, des séries où on va travailler vraiment ce qu'on appelle la VMA ou quoi, trop petit, il n'y a pas d'intérêt pour le moment, parce que ça va les saouler, et puis courir longtemps, et ça se détériore, techniquement, mais chez les petits, on développe la vitesse gestuelle, le jeu, le ludique, la vitesse gestuelle, et puis plus on monte dans les catégories. Déjà, arrivé au groupe à venir, on commence à faire quelques petites séries. Alors, ça va être 6 fois 150 et plus 100. C'est pas très long. Alors là, je vous parle en course à pied. Puis chez les ados, là, on y va. On fait de la BMA. Vous savez mieux que moi en STAPS. C'est l'âge d'or où on peut gonfler le cylindré, là. Donc, il faut aller chercher un peu du travail cardio et de la BMA. Dans quelle discipline? Mais la performance, tu veux faire à quel âge? Dans quel âge? Là, ils ont 7 ou 9 ans. Après, la difficulté dans la vie, c'est il y a des exercices de l'organisme. Après, ils essayent de compétition, comment est-ce qu'on passe dans une équipe où on travaille sans que ce soit lassé? Moi, je me demande s'il faut le différencier, parce qu'en fait, je trouve que le jeu, même les adultes, ils jouent. Et même les adultes sont capables d'aller beaucoup plus loin dans l'effort. Alors là, c'est différent parce que c'est vraiment de la technique très précise. Mais je trouve que même les adultes, en fait, ils sont demandeurs de choses un peu plus ludiques avec des objectifs. Je connais bien ma femme, elle fait beaucoup de gym, ma fille fait de la gym.
Et c'est vrai qu'il y a une mentalité dans la gym où allez, on va t'étirer, tiens, blam, on t'appuie dessus, ça va craquer, enfin, tu vois. Et l'école de la gym, l'enseignement de la gym, c'est quelque chose qui est très dur quand même. La gym, la natation, c'est pratiquement les deux disciplines où les entraîneurs sont très tôt, très exigeants avec les jeunes. Et voilà, si tu veux je pense, hein, si on veut qu'il soit fort soit tu vois à court terme, à 7-9 ans, soit tu te dis, bah moi je veux qu'il soit fort à 12-13 ans. Des fois, ça relativise un petit peu la pression qu'on peut se mettre. Et si tu es très exigeante à 7-8 ans, mais que tu les perds à 9 ans, tu as tout perdu, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut toujours doser en fonction du jeune, en fonction de comment tu sens ton groupe. Et moi, je pense que tu peux amener du ludique et de la bonne humeur tout le temps, quoi. Mais je sais pas si je connais moins la vie. Alors, justement, en relation avec la place de l'échec dans la réussite sportive, c'est important. Est-ce qu'il faut savoir analyser? Est-ce qu'il faut être en échec pour réussir? Ou l'erreur? Je sais pas, l'erreur. Et tu vois, juste pour dire, je sais pas mais moi je me pose cette question-là avec mes jeunes aussi. Est-ce que je veux qu'ils soient sur les podiums régionaux à 10 ans? Donc là, évidemment, bah, tu y vas. Ou est-ce que je me dis, non, moi je veux qu'ils s'épanouissent et qu'ils continuent plus tard à être dans les équipes. Donc du coup, des fois, eh ben, c'est peut-être rassurant de voir ton jeune qui est 5e, 6e, mais qui s'amuse, qui s'éclate, et tu te dis, bah, il n'est pas saoulé. Alors ceux qui sont sur les podiums, des fois, tu les vois 1, 2, 3 ans, je sais pas si c'est dans la gym pareil, puis à un moment donné, dans les catégories supérieures, tu les vois plus. Alors, c'est du dosage, quoi. Je me pose les mêmes questions que toi. Je me pose vraiment les mêmes questions que toi. Je ne plus la question. Alors pour Ah oui, les échecs. Bah, de toute façon, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite sans échecs, quoi. Et est-ce que c'est vraiment des échecs à chaque fois? C'est toujours ce qu'on dit, hein. C'est, voilà, moi, quand on prend le départ de course avec les jeunes, on essaye de refaire ce qu'on fait à l'entraînement. La place, bien sûr que ça compte. Il y a un classement, il y a un podium, il ne faut pas se mentir. Même chez les tout petits, on dit qu'il n'y a pas de podium. Bah, si, quand même. Moi aussi, ma petite de 6 ans, pour aller sur le podium, je suis content. Voilà, mais j'essaye de valoriser à la fin d'une compétition celui qui finit avant-dernier, mais qui a fait bien ses transitions, qui ne s'est pas arrêté, qui a été régulier, alors que la course d'avant, il s'est arrêté, il avait pleuré 5 minutes, il était reparti. Eh ben, c'est une super réussite et il faut réussir à le féliciter autant que celui qui a gagné, quoi. À mettre en avant, justement, c'est comment tu arrives à mettre ça en avant, parce que j'imagine par les parents aussi. Oui, bah, il y a des parents qui poussent, des fois, ils ont des retours à leurs enfants assez durs, quoi. Arrête-toi, dépêche-toi, bon, faut réussir à discuter avec eux. Des fois, vous avez tous des exemples, à mon avis, si vous animez des parents qui ont des retours à leurs enfants, c'est un peu. Salut! Au revoir. Je pense que le fait de venir du milieu social, ça m'aide beaucoup à prendre en compte l'enfant. Par exemple, nous, avant, on qualifiait 0 jeunes en France, et on avait une petite jeune fille, un peu blotte, qui finissait toujours dernière, elle souriante. Et on l'a conservée au club comme ça, et j'avoue que même moi, je n'aurais pas misé rien du tout sur elle. Je me disais, bon, elle continue, c'est bizarre qu'elle continue, elle est toujours dernière. Bon, elle est souriante et s'amuse, bon, on continue de l'emmener, quoi. Et puis il s'avère que cette jeune fille, elle a grandi, et c'est devenu notre fer de lance. C'est-à-dire que c'est la première qui s'est qualifiée en France, c'est elle qui a lancé la dynamique, et c'est l'une de nos meilleures c'est l'une de nos meilleures et sur lesquelles il va bientôt intégrer nos équipes. Donc c'est vrai que j'ai plein d'exemples d'enfants qui se révèlent à un moment donné, quoi. Et si on les décourage pas, tant qu'ils s'épanouissent, il faut les accompagner. Alors c'est dur d'accompagner tout le monde, mais à un moment donné, s'ils restent, c'est qu'ils y trouvent quelque chose et il faut continuer à les alimenter parce qu'à un moment donné, ils se révèlent. Et là, pour le cas de cette jeune fille, Pauline, pour ne pas la citer, bah, c'est génial, quoi. De voir que maintenant, bah, c'est elle qui mène le groupe, c'est elle qui mène les courses, et puis elle est docteur. Et alors, si je m'étais énervé. Tu parlais donc que le triathlon peut être est une pratique individuelle dans la réalisation de la performance. Peux-tu lui parler, parce que là tu parles du club, tu parles des équipes, de la notion d'équipe à travers une prestation individuelle? Moi, je viens du foot. Comment tu construis, voilà. Je viens du foot, mais je me sens beaucoup plus dans un collectif depuis que je fais du triathlon que dans le foot. Au foot, il doit y avoir des footeux. Voilà, chacun a sa prime de match. Des fois, on se voit juste pour le. En tout cas, moi, dans mon vécu, j'avais pas trop cet esprit du collectif, sauf au sport-études. Mais dans le triathlon, on peut retrouver ça. Et justement, plus le groupe est soudé, plus il va travailler. Hein, c'est vrai pour toutes les catégories. Mais plus on arrive à organiser le groupe pour pas qu'il y ait de personne de mise de côté, pour que le leader soit positif, pour qu'il n'y ait pas trop de. Pour réguler un peu la vie de groupe, plus c'est gagnant et plus ça tire tout le monde vers le haut. Donc, ça m'amène sur une question, tout simplement.
Quelle est la place de la préparation mentale dans tout ce que tu conçois pour la formation des jeunes ou pour la gestion de la performance, l'optimisation de la performance? Bon, comme je disais, l'aspect mental, c'est le premier aspect. C'est la chose. Il faut que les enfants, alors là je parle des jeunes, il faut que les jeunes aient envie de venir à l'entraînement, soient contents de retrouver leurs potes, soient contents de venir et aient envie de venir toute l'année. Si on a un entraînement annulé et qu'on voit tous les jeunes qui sont contents, il faut se poser des questions. À un moment donné, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Ah bah non, aujourd'hui il pleut, ouais. Tu dis, voilà, je dois vraiment faire des choses pas très intéressantes pour qu'ils en soient là. Donc moi, c'est parce qu'après, s'ils sont contents de venir, plus ils sont contents de venir, plus ils sont réguliers, et après, la progression va venir tout seul. Enfin, elle vient tout seul, non, mais déjà, c'est un autre critère de réussite. Vraiment sur l'émotion, le mental, C'est le premier aspect. Mais même pour les athlètes des équipes, s'ils sont contents de partir le week-end, on bouge dans toute la France, est-ce qu'ils sont contents de venir, de partir avec toute l'équipe, ou est-ce que ça les fait suer? Est-ce qu'ils viennent, ils disent, vas-y, on part 2 jours, bon bah, du coup, ce sera pas du tout les mêmes dynamiques. Je vois que vous parlez beaucoup là-bas au fond, sûrement vous avez une question à poser. N'hésitez pas à des choses même très pratiques, vous savez, je peux répondre. Non. Voilà, parce que là, je fais. Non, bah ça sonne plus clair. Merci. Si vous des avez des questions, questions très on arrive à la fin de l'intervention. Non, pas de questions. Des questions? Ouais. Est-ce que vous avez une sélection Bah, au début, on se base sur un effectif. Donc, tiens, en 15, on a un effectif de 20 athlètes pour nourrir nos équipes. Mais après, des fois, on a des nouveaux qui arrivent et puis l'entraînement commence à courir plus vite que nous. Et ben forcément, tu vois, pour la première manche de D1 qui est le 29 mars, il y a le duel Foncan le 22 mars, et ben ce sera un critère de sélection pour nos équipes qui sera juste. C'est-à-dire que ceux qui ont été les plus rapides, ça amène toujours des discussions de toute façon, une sélection. Mais en tout cas, moi j'ai intérêt de courir vite si je veux être dans l'équipe et pas être en question. Sinon, forcément, mais oui, ça fait. Je suppose que c'est quelque chose qui est annoncé à l'avance, Ouais. que les athlètes en ont conscience. Oui, puis il y a plusieurs manches, alors on essaye de satisfaire aussi tout le monde, de répartir, parce que comme tu dis, on a besoin d'un collectif important, parce que des fois tu as 10 duathlètes au départ et il y a 5 blessés dans l'année et tu vas finir par prendre des athlètes que tu n'attendais pas. Donc il ne faut exclure personne, jamais, parce que tout le monde à un moment donné a son rôle à jouer. Mais une sélection amène toujours discussion, critères de sélection amènent toujours discussion. De toute façon, tu auras beau tout faire, dans la solution pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas quelqu'un qui dise ah mais oui, mais ça amène toujours à la discussion. Il faut faire un choix là-dessus. Donc on va arriver à la fin de l'intervention. Oui, une question encore? Est-ce que vous avez une ambition particulière concernant les perspectives de Ouais, moi, tant que j'aimerais amener le club à un niveau deuxième division en triathlon, première division en duathlon, avoir une école de tri qui fonctionne bien, c'est-à-dire où on est capable d'accompagner les jeunes et de les fidéliser et de les amener vers la compétition pour ceux qui le souhaitent, et vers une qualification de championnat de France. Et puis harmoniser tout ça, c'est-à-dire faire une passerelle entre l'école de tri et le club, que après ça vienne fournir nos équipes. Voilà. Donc développer nos équipes et puis avoir une formation, une école de formation bien organisée, parce que ça c'est compliqué, bien organisée. Et en fait qu'un parent dise tiens mon enfant veut faire du triathlon, et ben si je veux qu'il devienne un bon triathlète, pas forcément un fort triathlète, mais un bon triathlète, je le mets au country, il n'y a pas de souci, il saura tout faire quand il sortira. Que les gens aient en référence, au country on s'est formé des jeunes triathlètes. C'est déjà un petit peu ce qui se met en place. Ça se met en... Et sans sous-estimer le public loisir, sinon j'ai plus de salaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit ouais, entraîner les adultes, bah ouais, mais si la masse d'adhérents, et ben c'est des adultes aussi, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est différent. Mais il ne faut pas oublier ça, parce que si demain il n'y a que les athlètes et que les jeunes, bah, ça fait plus grand monde et du coup le club aura du mal à fonctionner. Toi? Moi, j'aurais juste une question sur revenir au début. Tu parlais de l'organisation que tu avais, des compétitions au tout début, de ce que tu faisais un peu tout. Est-ce que tu t'appuies par exemple sur ton frère qui travaillait chez Deco? À quel point les partenaires du club t'ont aidé pour toute cette organisation-là, au niveau de l'extérieur, pas de ton métier en lui-même? Bah, de toute façon, tu apprends toujours des autres. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu faut en tirer quelque chose. Donc oui, dans l'événementiel, il y a Execo, une grosse boîte d'événementiel sportif du secteur qui organise le triathlon de Lille, qui nous aide énormément pour organiser nos épreuves. Donc là, j'étais au contact de professionnels de l'événementiel. Donc forcément, tu apprends, tu te structures, il y a des choses que tu faisais de façon désorganisée que tu organises. Mon frère qui fait partie aussi de cette boîte d'événementiel, qui faisait partie, qui maintenant s'est mis en compte, forcément est un bon conseiller aussi.
Mais je crois que tu apprends à chaque rencontre, tu apprends quelque chose et tu peux en tirer quelque chose. Ça, c'est sûr. Tu vois, avec Tito, on a fait des stages jeunes. On va en hébergement une semaine. Tous les soirs, on faisait une réunion avec les jeunes. On leur demande leur retour. Et des fois, c'est eux. Je me souviens d'une nageuse qui disait mais on fait trop de cours tout le temps, on n'a pas le temps de poser notre nage, donc techniquement, on ne progresse pas. Et je me suis dit, bah ouais, elle a raison, elle a 14 ans, mais elle a raison. Donc, on a modifié ça. Donc aussi demander aux athlètes pas hésiter de leur retour, de ne pas avoir peur d'avoir leur retour, parce que souvent on apprend beaucoup des athlètes qu'on entraîne aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. De toi, de Quentin, dans nos échanges. Voilà. Question. Alors au départ, tout ce qui est réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y en a pour Facebook, maintenant je crois que c'est plus pour les anciens Facebook, mais en dessous de 30 ans, plus personne là. Mais voilà, on diffuse pas mal par les réseaux sociaux. À la base, nos épreuves sont faites pour ça. C'est-à-dire qu'on organisait des duathlons et du triathlon avec des formules découvertes pour ramener les gens vers le. Ouais, ça marche très bien. Il faut savoir que maintenant, on communique encore, mais on a refusé quelques jeunes parce qu'on était plein. Voilà. On n'est plus dans la politique il y a 2-3 ans où il fallait augmenter. On était dans le quantitatif, et maintenant on va vers le qualitatif. Alors, ça a été fait dans les années passées pour nous maintenir des deux triathlons grâce à des étrangers, et ça a amené beaucoup de débats dans le club. Ouais, vous leur payez tout, ils gagnent une seule course. Alors oui, il y a les équipes, mais regardez, ils appartiennent au club, moi je suis tout en là, j'ai une bonne veste de survêt. Donc ça se défend aussi. Mais maintenant, pour l'instant, on arrive à tenir notre projet sportif avec des athlètes régionaux qui sont du bassin cadet. Et ça, souvent dans les clubs, ils ont du mal à comprendre les adhérents, se dire ouais, il nous coûte de la tendance, c'est des subventions qu'on a spécifiquement pour le haut niveau, donc ils ne coûtent pas de l'argent aux adhérents directement. Ça, il faut le faire entendre par tous, c'est pas toujours simple. Justement, on parle des subventions, j'ai vu qu'il y avait un budget de 140 000 € pour le club. La part de subvention qui a alloué du coup à la formation, c'est. Alors, je ne peux pas te répondre précisément, tu vois, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a des subventions pour nos deux épreuves. Quand j'étais en formation, la moitié de mon salaire était pris en charge par l'OFPRA, c'est les organismes de financement. Donc les subventions sont tout ça. La région donne le club aussi, le département, j'ai dit, la mairie. À quelle hauteur, je ne saurais pas te dire. Mais c'est important. S'il n'y avait pas ces subventions-là, ouais, c'est une part. La plus grosse part du budget, c'est les licences. La licence au country, c'est 220 €. Sachant que sur ces 220 € là, pour les adultes, on en verse déjà 90 à la Fédé. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, tu vois, quand tu regardes le prix, la qualité proposée en termes de disponibilité, de possibilité d'entraînement, 220 € pour une saison. Les enfants, c'est 160 €, sachant encore une fois qu'on en verse 90 à la Fédé. Ça reste vraiment très abordable. Si vous allez sur un tennis ou golf, vous aurez 3 fois ou 4 fois plus. En région parisienne, un club de tri, c'est 450-500 € l'année. Ouais. Mais si ça t'intéresse, je pourrais te mettre en relation avec le trésorier qui te donne. Alors justement, on va arriver à la fin, on va conclure. Si parmi vous, l'intervention de Mickaël vous a intéressé, il y aura possibilité, je pense, qu'on va peut-être parler avec les gens, si vous étiez en relation avec le club, pour, je sais pas. Même des stagiaires, on a déjà vu des stagiaires. Quentin, et à la base, avant d'être salarié, il est venu faire un stage. Hein. Voilà. Si vous avez envie de venir voir. Ça, c'est intéressant, un stage qui est débouché sur. Pour conclure, on a commencé à parler des perspectives, de ce que tu veux faire avec le club. Et toi, personnellement, dans ton évolution de carrière, comment tu l'envisages comment tu vois l'avenir du métier d'entraîneur en triathlon dans le domaine sportif? D'un point de vue personnel, atteindre les objectifs que j'ai donnés au club, et pourquoi pas après réussir à mettre un pied dans l'entraînement au niveau fédéral, dans un pôle, ou aller peut-être spécifiquement vers la performance et l'accompagnement de groupe voilà, en pôle. Tu te donnes combien de temps pour tu t'es donné une échéance ou tu attends de voir un peu les opportunités? Je veux valider, en fait pour moi, je veux valider dans l'associatif, voilà, parce que réussir à dire qu'au contraire on arrive à former des jeunes, et quand on aura validé ça, et que
et que j'en ai marre, peut-être. Si, c'est vrai que, alors international, après, au moins, oui, faire du plus haut niveau national dans notre club, on y est déjà, on commence. Hein. On qualifie beaucoup de jeunes au championnat de France maintenant, on est au plus haut niveau en duathlon, j'espère que ça va venir en triathlon. Si, évidemment, ça va être aux Jeux. Mais pourquoi pas 2024, ça va être juste. Là, tu te concentres que sur un secteur d'activité. Je pense que c'est fatigant l'associatif quand même, c'est très sollicitant. Il y a le téléphone qui sonne tout le temps, parce qu'il faut retrouver, je sais pas, il y a un tel qui a oublié son casque, il faut organiser. Tu vois, ce week-end, on va à un bike and run à Évreux, et ben, tu as 35 enfants, il faut faire les binômes, il faut contacter les parents, il faut organiser le transport, il faut organiser le pique-nique, tu en auras 2 qui auront oublié leur pique-nique, tu en auras un où les parents ils croyaient qu'il fallait venir le chercher à 17h et en fait, non, c'est 15h. Tu vois, tous ces à côté-là qui sont quotidiens dans l'associatif, au bout d'un moment. Notre parent qui arrive en retard à l'entraînement pour Mais ouais, tous ces à côté-là, à un moment donné, se concentrer que sur l'accompagnement de 3-4 athlètes, et tu vois, sans à côté. Mais pour l'instant, je suis pas du tout saoulé, j'adore ce que je fais. C'est dur. Encore des questions? Juste, moi, pour compléter ce que Mika a dit, pour ordre d'invitation, on a un collègue qui était entraîneur à Rouen, qui, comme Mika, a mis en place tout un projet au club et pour ensuite passer, je crois, entraîneur de l'équipe en e-sport de la Fédé. Il a mis 10 ans dans son club pour réussir son projet, une dizaine d'années, je crois, Nico, à Rouen. Ouais. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc il faut être patient. Mika, quand on est à 5 ans, ça fait à peu près la moitié de ce qu'a dit Nico. En tout cas, moi, déjà, Mika, je te remercie d'être venu. C'est vraiment sympa. Il faut savoir que Mika prend sur son temps, son temps de travail, son travail à signer ça à ta mission. Et puis, je vais te féliciter aussi pour. Parce que moi, je vois l'évolution depuis 4-5 ans, parce que j'ai la chance d'avoir la et avec le gens. Et je vois l'évolution, même pour notre intervention par rapport à l'année dernière. On voit l'évolution de l'entraîneur au sein du club. Et là, vous avez un véritable exemple de quelqu'un qui a fait du triathlon sa passion, quelque part. Parce que je crois que la notion de passion, on n'a pas trop parlé, elle est très importante si vous voulez rayonner dans l'activité dans laquelle vous voulez utiliser vos activités. C'est vraiment ça. Donc je voulais te remercier et de continuer à travailler comme tu le fais, c'est du bon boulot. C'est vraiment du bon boulot, moi je le vois de l'extérieur, hein, mais en tant que parent cette fois. Mais c'est vraiment une belle réussite et j'espère que tu vas réussir, enfin vous allez réussir dans tous les projets.